Luca Rocco Magnotta, plaidé non coupable du meurtre d'un étudiant chinois après être rentré d'Allemagne hier. On se souvient de ces images qu'on vous a présentées en direct lors de l'arrivée de cet avion des Forces armées canadiennes hier à Mirabel. Alors donc, par vidéoconférence, il a plaidé non coupable. N'empêche que les commentaires sont nombreux partout à l'échelle internationale, puisque c'était devenu une vedette médiatique, autant en Europe qu'ici, même en Chine, au Japon, on a parlé de lui. Et ce que certains analystes disent, et ce sera le cas de mon invité ce soir, un psychiatre, M. Édouard Beltrami, c'est que les gens sont fascinés par ce genre de personnes-là. On les met sur un piédestal. Ils passent pour des gens intelligents et qui savent manipuler les policiers. Alors, le psychiatre Édouard Beltrami dit que ce n'est pas nécessairement le cas. Au contraire, ils sont peut-être pas nécessairement intelligents. Et en plus de ça, nous sommes trop influencés par la télévision et lui aussi, par les médias, par les personnages de médias, les bons qui deviennent des méchants, par les valeurs qui sont véhiculées dans les médias qui sont en train de faire exploser, si vous voulez, nos valeurs personnelles. Avec moi, le psychiatre Édouard Beltrami. Bonsoir, M. Beltrami. Bonsoir. Donc, docteur Beltrami, on est tous influencés négativement par les médias. Je pense que nous autres, on est un peu désensibilisés à l'horreur. Les héros de la télévision finissent toujours par faire des choses criminelles ou croches ou ainsi de suite. Et peut-être qu'on en a accepté de plus en plus, ce qui a amené, je pense qu'il y a toute une situation d'une classe qui a voulu voir cela avec des étudiants qui étaient mineurs pour la plupart. Je pense que là, ça arrive à vraiment une escalade énorme à ce moment-là. Alors, tout le monde, toute la société, lui, nous, on est en contact avec des images de plus en plus violentes, plus que violentes. Des fois, c'est pété, littéralement. Parce que dans votre texte, vous parlez de scénarios de téléséries où les bons deviennent mauvais et on étire l'élastique tout le temps. Il n'y a plus de valeur. À la télé, il n'y a plus de valeur. Les très bons deviennent très méchants à la fin de la série et dans les films également. Et vous dites, ça influence notre perception des choses. Oui, c'est ça. Et on finit par accepter, disons, qu'il ne peut pas y avoir de modèle. Et puis, je pense que ce qui se passe dans la politique actuellement n'est pas fait pour, comment dirais-je, pour sortir de là. Donc, on est plutôt à une époque où on devrait avoir des modèles qui sont raisonnablement corrects, là, mais en fait, des gens extrêmement sympathiques. Par exemple, je pense tous les gens que j'ai cités, que ce soit Dr House. Oui, parlez-moi du Dr House, parce qu'on le présente un grand succès ici à TVA. Dites-moi, dans quelle mesure vous pensez qu'il incarne justement un glissement dans les valeurs? Bien, au début, c'était un individu intelligent, qui est très observateur et qui règle des problèmes médicaux vraiment très, très complexes. Puis, il avait son franc-parler, ce qui est peut-être pas un drame, mais petit à petit, il devient de plus en plus abject, de voler les sandwichs de son copain, de l'endormir alors que l'individu a une conférence très importante à donner, puis l'a donné à sa place. Et puis, vers la fin, là, il cassait tout à coups de masse pour se venger de sa directrice. Puis, ça devenait peu brillant, peu intelligent et excessif. Alors, je me dis, c'est dommage parce que c'est quand même un personnage intéressant. Et puis là, on le voit de plus en plus abject, en plus de réflexions qui parfois sont très dévalorisantes par rapport à son équipe de temps en temps. Bon, donc, vous dites pour des fins dramatiques, pour les codes d'écoute, pour garder l'intérêt, on prend les bons puis ils deviennent de plus en plus méchants. Donc, on rogne dans leurs valeurs. Et c'est quoi l'effet du message? Qu'est-ce que ça fait pour nous qui regardons ça? Je pense que les gens considère qu'au fond, on doit être capable de tout accepter et que finalement, il n'y a personne de correct dans le monde, il n'y a pas de héros, on n'a pas personne qui pourrait nous sortir de notre ambiance actuelle. Et c'est certain que c'est plus difficile à accepter pour des jeunes. Mais, et vous donnez d'autres exemples. Mentaliste, qui est une série aussi populaire, vous dites le héros, et la même dynamique, est aussi sympathique au début. Il utilise des petits trucs pas très graves pour arriver à ses fins, et finalement, il devient de plus en plus... au moins, il tue quelqu'un. C'est-à-dire qu'on nous fait accepter, comme dans beaucoup de films d'ailleurs, qu'un individu, s'il a des bonnes raisons, au fond, il devrait se faire justice lui-même. Alors, il tue quelqu'un, puis ce qui semble, pour l'instant, pas tout à fait adéquat, c'est qu'en plus, ça, il s'est trompé. C'est ce qui complique un peu les choses. Alors donc,
c'est comme si tous les héros sympathiques au départ, puis quant à Dexter, c'est un individu qui est dans le sang jusqu'au bout et c'est un tueur à gages, un tueur à répétition qui travaille pour la police, mais qui tue de son côté. Alors là, ça commence à devenir vraiment assez fort, je pense. Mais est-ce que c'est pas la vraie vie, c'est-à-dire la complexité des personnages? Il y a des bons puis des méchants, ça se peut pas dans la vraie vie. Les bons, dans la vie qu'on connaît, ils ont des défauts, puis les méchants, des fois, ils ont des qualités. Ça fait partie de la vie, ça, non? Je pense que, bon, c'est vrai que la vie est complexe, la vie est paradoxale, ça c'est vrai. Et il n'y a personne qui est totalement libre de défauts. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que les défauts qu'on nous montre dépassent un peu les bornes. Je pense qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui travaille pour la police, qui tue parce qu'il décide que c'est bon de tuer. Je pense que ça dépasse un peu des limites à un moment donné. Donc, quand vous dites on a une crise de valeur qui est beaucoup, qui a ses racines dans la télévision, et vous dites la preuve, c'est qu'un professeur a laissé voir à des étudiants qui voulaient voir. Normalement, des jeunes n'auraient pas dû vouloir voir ça, mais comme ils sont désensibilisés par la télévision, par les séries dont on parle, c'est eux-mêmes qui ont demandé à voir ça. Oui, et puis, à un moment donné, on a pu faire allusion que c'était par voyeurisme, mais je pense que c'est pas forcément ça. D'abord, les gens sont déboussolés, le prof ne savait pas quoi faire, et n'oubliez pas que ça paraît bon, comme vous dites, de savoir la vérité et d'être en face de la vérité. Il ne faut pas se cacher. Tout ce qui vient des médias est utile à connaître. Et aussi, on a connu des choses intéressantes comme Wikileaks qui ont dénoncé des choses qui existaient et qui étaient condamnables. Alors, on finit par penser qu'on peut embarquer là-dedans facilement. Et je ne pense pas, moi, que ce soit forcément un désir de voyeuriste, mais c'est que les gens, ils se disent, ce qui existe, c'est bon à voir. C'est bon à voir. Alors que vous écrivez, ma recommandation personnelle serait que si vous n'avez pas encore vu ce film, de ne pas le voir. En effet, toute torture, quelle qu'elle soit, est souffrante, diminue la personne qui subit la torture. Et vous dites, ceux qui l'ont regardé et sont servis de justification professionnelle comme des journalistes qui l'ont regardé. Moi, je n'ai pas voulu le voir. Aussitôt que j'ai vu qu'il s'apprêtait à le poignarder, j'ai arrêté cela. Mais vous dites, ils n'auraient pas dû le faire parce que ça ébranle. Bon. C'est évident que les policiers qui ont la bande originale où il y a des bruits, ça c'est clair que ça peut les aider à trouver des indices, quoi qu'il ait déjà trouvé là, contrairement à bien. Alors ça, je comprends qu'il y a des situations où ça peut être nécessaire par profession, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprendra pas grand-chose. C'est que dans les montages audiovisuels, on nous fait croire qu'il y a des jeux très subtils, par exemple dans Dexter, que le tueur lui signifie des choses de sa vie et le ramène à une espèce de psychopathologie de sa vie. On s'imagine que là-dedans, il y a des choses très, très, très complexes, très subtiles et que ça peut nous apprendre. Mais en fait, c'est des gens qui ont un désir et qui passent à leur désir. Ce que vous dites, ils ne sont pas aussi intelligents que ça. J'en termine comme ça aussi, oui. Et on le voit à l'écran, être intelligent ou un pauvre type, pour vous, c'est un pauvre type. Là. Il y a des psychiatres qui l'ont présenté avant qu'on l'arrête comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Peut-être que ce serait difficile de l'arrêter, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Là. Ce qui peut faire paraître certaines de ces personnes intelligentes, c'est que parfois, ils arrivent à s'en tirer. Alors, dans son cas, lui, je pense qu'on n'a aucune évidence claire qu'il ait déjà pu faire ça il y a quelques années aux États-Unis. Mais si c'était vrai, ça me fait penser à Paul Bernardo, qui était tellement fier d'avoir violé des femmes et qu'il n'a jamais été pris et qui se pensait très intelligent, ça signifie leur narcissisme, qui se disait « Un jour, j'aimerais aller violer aux États-Unis dans un État où il y a la peine de mort, un peu pour montrer qu'il était imprenable. » Alors, évidemment qu'il faut comprendre aussi le docteur Monterland de l'hôpital Pinel, il faut comprendre que ce type de psychiatre ne veut pas qu'on puisse se cacher derrière la maladie mentale alors qu'en fait on a un trouble de personnalité et qu'on ne veut pas obéir aux normes de la société. Ce n'est pas forcément une maladie mentale, c'est quelque chose qui doit être corrigé ou puni. Alors peut-être qu'il en a mis peut-être un peu, mais on s'est aperçu Pour vous, il n'est pas intelligent, c'est un psychopathe.
Point. Exactement. Et on a tendance, justement, dans les téléséries, à les glorifier, à les présenter. Oui. Et il laisse des indices aux policiers. C'est Lui, il a laissé plein d'indices. Oui, c'est peut-être pas parce qu'il était intelligent, c'est parce que, dans le fond, il était tellement parti. Tu sais, envoyé tout un indice, envoyé le morceau par la poste, mais et quand il s'est sauvé, il avait écrit des textes sur la façon de perdre son identité, puis on peut pas dire qu'il a suivi ses propres conseils, ce qu'il avait écrit lui-même, là. Est-ce qu'il y a des enseignements tirés d'un cas comme ça? Je pense que l'enseignement, c'est de savoir que, de toute façon, les médias sont dans l'air et qu'il va falloir que les gens apprennent à s'auto-censurer. Ce que je dis beaucoup au niveau de l'enseignement, c'est que c'est pas si important d'apprendre des choses. On peut les trouver dans Wikipédia ou on peut les trouver sur l'Internet assez facilement. On n'a pas besoin de tout montrer, mais quand on le montre, on n'est pas obligé de regarder non plus. Il y a ça. Non. Ce que je veux en venir, c'est que ce qu'il faut apprendre aux jeunes, c'est à comment dirais-je, censurer ouais. ou à faire des choix, avoir un bon jugement. C'est ça qui va être le plus... On est tellement bombardé de tous côtés que si on n'a pas un jugement et si on se laisse dépasser par les événements, c'est nocif. Puis ce que je veux rajouter là-dedans, c'est que c'est nocif de regarder une chose pareille. Il y a John Lilly qui avait fait une recherche assez complexe, mais qui avait écrit un livre sur le cerveau comme un espèce d'ordinateur. Et il dit... tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous voyez, c'est ancré dans votre cerveau. D'ailleurs, on ne peut pas l'effacer. Ceux qui ont vu ces images-là sont marqués. Vous pouvez l'oublier. Il dit, le programme, si quelqu'un me dit sur la rue, vous êtes un imbécile, si ma vie va bien dans l'ensemble, je peux oublier ça complètement et c'est en bas de la pile comme programme. Mais si je perds ma famille, si je perds mon travail, si je suis fortement critiqué, ça monte en l'air. Merci beaucoup, docteur. Ça a été